Les dictateurs, là, ce n'est que le rapport de force qu'ils comprennent. Et ils ne comprennent aucune promesse. Et même les menaces les amusent. C'est quand la véritable course, face au peuple, le véritable souverain commence, que le dictateur chante « Kasongo yeye, mobali nangai, Kasongo mbona weo, songa libala, ombo yeye, Kasongo mbona weo. Mbona weo !» Côte d'Ivoire, Cameroun. Il y a quelque chose qui se passe là entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est l'opposition et les populations de Côte d'Ivoire qui sont en train de montrer l'exemple à l'opposition et aux populations du Cameroun face au dictateur Ouattara et Biya. Je suis fidèle à ma méthode. En politique, il y a plusieurs façons d'apprendre. Et il faut utiliser toutes les façons d'apprendre. On peut apprendre par ses expériences personnelles, ce qu'on a vécu. On peut apprendre par les livres, par la culture générale et même la culture politique spécialisée, les livres, les documentaires, tous les médias qui nous transmettent de la connaissance que nous devons examiner de façon critique. Mais il y a aussi une manière très intéressante d'apprendre par la comparaison, l'analyse comparative des expériences politiques contemporaines. Et là, nous avons une chance extraordinaire. C'est que nous pouvons observer des situations à peu près comparables, similaires, et des évolutions différentes. Et grâce à la comparaison de ces situations qui sont comparables, puisqu'elles sont contemporaines et qu'elles sont presque similaires, voire parfois même identiques, on peut voir les forces et les faiblesses des uns et des autres. C'est cette méthode de l'analyse politique comparée que je vais appliquer à la situation des peuples et opposition du Cameroun d'un côté, face au peuple et opposition de Côte d'Ivoire de l'autre. De telle façon qu'on apprendra de l'observation de l'un et de l'autre. Est-ce que vous comprenez ma méthode dans ce dernier sujet de cette émission? Je commence par prendre l'état de l'opposition et des populations de Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne, véritablement, est rassemblée autour des présidents Laurent Gbagbo, du PPACI, Guillaume Soro du GPS, aujourd'hui Tidiane Thiam, du PDCI-RDA. Qu'est-ce qui les rassemble? Ce qui les rassemble, c'est le fait qu'ils ont collectivement été exclus du processus politique en Côte d'Ivoire. Exclus du processus politique en Côte d'Ivoire. Et ils ont donc compris qu'ils doivent faire un pour mettre fin au régime de celui qui les exclut, afin de mettre en place un processus qui leur permette de rendre la souveraineté à leur peuple. L'opposition ivoirienne aujourd'hui est mobilisée comme un seul peuple pour reprendre la souveraineté volée par Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, afin de tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagés. Ils sont unis face à Ouattara, parce que Ouattara s'est uni contre le peuple. Et l'effet de cette unité face à Ouattara, c'est la mobilisation du 9 août 2025 en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu, même Alassane Ouattara a vu, que l'écrasante majorité du peuple ivoirien est rassemblée derrière l'opposition ivoirienne, non pas pour un tel homme, le président Laurent Gbagbo, un tel homme, le président Guillaume Kibafori Soro, un tel homme, le président Tidiane Thiam, mais pour mettre fin à la capture du pays par un seul homme, Ouattara Dramane, et son régime corrompu, cynique, sadique, méphistophélique, tyrannique, diabolique. Le bloc que vous avez vu dans les rues d'Abidjan, mobilisé par millions, le 9 août 2025, est un bloc qui a été constitué par la conscience de l'impératif transcendant d'arracher le pays au tyran. Vous avez bien vu, c'est un bloc qui est constitué par le non au 4e mandat. Les gens ne sont pas sortis en disant, bon, on s'en va installer Gbagbo au palais présidentiel. On s'en va installer Soro au palais présidentiel. On s'en va installer Tidiane Thiam au palais présidentiel. On s'en va installer... Non! Les Ivoiriennes et les Ivoiriens sortent pour dire le pays ne peut pas être capturé par un homme. Non au 4e mandat.
Non à la confiscation du pays par un dictateur au service d'intérêts étrangers contre notre peuple. Voilà la caractéristique qui rassemble le peuple de Côte d'Ivoire avec son opposition. C'est-à-dire que même si chacun des leaders de l'opposition a des raisons personnelles liées à son exclusion, tous font l'effort de faire écho de la raison qui rassemble tout le monde. Parce que si, par exemple, la mobilisation devait être faite uniquement sur le nom du président Laurent Gbagbo, l'opposition et le peuple seraient divisés. Si la mobilisation devait être faite uniquement sur le nom du président Guillaume Soro, l'opposition et le peuple seraient divisés. Si la mobilisation devait se faire sur le nom du président Tidiane Thiam seulement, l'opposition et le peuple seraient divisés. Ils ont compris que l'union se fait à partir d'un impératif qui dépasse les intérêts particuliers de chacun. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, traversons pour venir dans mon pays natal, le Cameroun. Quel est l'état de l'opposition? Quel est l'état des populations au Cameroun face au régime criminel corrompu de Paul Biya? Bon, l'opposition, elle est faite de leaders qui, pour l'essentiel, pas tous, et là nous marquons nos différences, souhaitent qu'une mobilisation populaire se fasse pour eux, à titre individuel. Et la division de l'opposition vient de ce fait. Il y a d'abord les individus croupions, les 12 croupions, qui ont été retenus par Biya pour participer à sa pour-élection. Ces 12 croupions sont actuellement en train de faire une messe basse pour savoir pour qui eux tous devraient se mobiliser. Alors que tous ont été choisis par Biya. Biya n'a accepté comme candidat à son élection pourrie, déjà truquée d'avance, du 12 octobre 2025 au Cameroun. Il n'a accepté que des opposaillons, c'est-à-dire des figurants qu'il a fabriqués. Tout autre opposant qui est de nature à pouvoir le contester, il a exclu l'élection. Exactement comme Ouattara l'a fait. Sauf que l'attitude des opposants, que ce soit ceux qui ont été préchoisis par Biya, ou ceux qui ont été rejetés par lui, consiste une fois de plus à se focaliser sur leur cas. Conséquence, le peuple ne fait pas masse. Le peuple ne fait pas masse. Chez moi au Cameroun, j'ai vu des gens qui sortent pour essayer de mobiliser en disant si un tel n'est pas candidat, il n'y a pas élection. Mais qui vous a dit que le problème politique dans un pays confronté à une dictature de plus de 40 ans, c'est le cas d'un individu? Donc, la situation au Cameroun se caractérise par l'individualisation des revendications de l'opposition, la singularisation des revendications de l'opposition, alors que la situation en Côte d'Ivoire se caractérise par la transcendance, l'universalisation, la généralisation des revendications de l'opposition. Dans l'opposition camerounaise, notre mouvement, les Lions et Lions indomptables, la libération panafricaine du Cameroun, a demandé depuis très longtemps à toute l'opposition de prendre conscience qu'elle sera exclue du processus électoral d'une manière ou d'une autre, si ce n'est par la manipulation des listes électorales, la manipulation des candidatures, la manipulation de la Cour constitutionnelle. Nous avons prévenu toute l'opposition camerounaise, celle qui ambitionnait de contester le régime de Paul Biya, qu'elle serait exclue et qu'il fallait se mettre d'ores et déjà en ordre de combat pour la libération du pays de la dictature et non pas pour imposer un tel ou un tel comme étant celui pour qui on doit lutter. Nous n'avons pas été écoutés et nous nous retrouvons à ce moment particulier de l'histoire du Cameroun avec une opposition qui est incapable de convaincre le peuple de faire un comme on a convaincu le peuple de Côte d'Ivoire de faire un. Mais pourtant, il n'y a pas moins d'égo politique en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Les présidents Laurent Gbagbo, Guillaume Kibafori Soro, Tidiane Thiam et consorts, chacun peut revendiquer un pédigré politique pour vouloir que la mobilisation se fasse en son nom. Pour vouloir qu'on dise no Gbagbo, no election. Les uns, no Soro, no election. Les autres, no Thiam, no election. Mais si c'était ça le mot d'ordre, la mobilisation ne serait pas celle qu'on a à Abidjan. D'où je tire une première leçon, c'est une leçon fondamentale. Que le peuple et les opposants camerounais que nous sommes devons tirer humblement
selon la méthode du Muna Nyongo Abu Kite Owa Bambele Mokunda. Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Quelle est la leçon que nous devons tirer? Mais l'opposition camerounaise, celle qui veut lutter pour qu'il y ait une véritable alternance, doit renoncer aux revendications individuelles. S'unir autour d'une revendication nationale transcendante, celle de la fin du régime qui capture l'État et qui le confisque pour une oligarchie multiethnique au service des intérêts étrangers. Bref, en fait, pour mobiliser le peuple camerounais, il faut que toutes les voix qui s'opposent au régime de Paul Biya, sincèrement, que ces voix parlent le langage de la révolution. Voilà la leçon. Voilà la leçon d'Abidjan. Il y a une deuxième leçon que j'aimerais tirer. Au Cameroun, on entend l'argument qui dit que Alassane Ouattara, lui au moins, a autorisé les manifestations de l'opposition. Alors que Paul Biya, lui, a priori, les interdit. Je voudrais répondre à ce problème qui se pose à nous, qui nous opposons au Cameroun. Je voudrais vous dire qu'Alassane Ouattara n'a pas eu le choix. C'est conscient de la capacité de mobilisation de l'opposition en raison du mot d'ordre transcendant de cette opposition, du mot d'ordre collectif transcendant de cette opposition. C'est conscient de tout cela qu'Alassane Draman Ouattara, faisant de bon an mal an, hein, Alassane Draman Ouattara faisant de mauvaise fortune bon cœur, c'est ça l'expression en français, Alassane Draman Ouattara a officiellement, son régime a officiellement autorisé la manifestation à Yopougon. Car en fait, Alassane Draman Ouattara a fait le calcul suivant. Si nous n'autorisons pas officiellement la manifestation à Yopougon, elle peut se déclencher de partout. Parce que cette opposition a la capacité de convaincre le peuple de sortir. Il vaut mieux autoriser la manifestation et essayer de la cantonner dans un grand quartier de la capitale. Au moins, on sait que ce jour-là, on ne va pas tomber. D'accord? Que de l'interdire. Car si on l'interdit, elle jaillira de partout. Et Dieu seul reconnaîtra les siens. D'où je reviens vers le Cameroun pour dire, ce n'est pas Paul Biya qui doit autoriser les manifestations de l'opposition. C'est la mobilisation populaire énorme qui doit contraindre Paul Biya et son régime à reculer et à laisser l'opposition se réunir. Nous en avons eu l'expérience dans les années 90 avec le leader de l'opposition, Ni John Flundi, pour lequel moi j'ai voté. Parce que Ni John Flundi incarnait une cause transcendante. Et que ces militants ne se comportaient pas comme des fanatiques sectaires, prêts à couper la tête de qui que ce soit ne pense pas comme leur chef. Je ne me souviens pas d'avoir été menacé parce que je critiquais telle ou telle idée de Ni John Flundi par un seul militant du SDF dans les années 90. Moi, j'ai grandi dans la base traditionnelle de l'Union des populations du Cameroun. Eh bien, à Douala Bassa, je viens de ce filon du mouvement indépendantiste de l'UPC RDA, Rassemblement démocratique africain. Le panafricanisme révolutionnaire, c'est la mamelle dans laquelle nous avons grandi, dans notre Cameroun, dans le littoral du Cameroun. Mais quand je vote à 20 ans, en 1992 pour Flundi, ce n'est pas avec un revolver à la tempe, ce n'est pas avec un procès pour tribalisme à la tempe, ce n'est pas avec un chantage à la tempe d'un quelconque militant du SDF. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Pourquoi l'opposition ne peut pas faire au Cameroun, pour le moment, comme l'opposition fait, en Côte d'Ivoire? Mais parce que un certain nombre de leaders de l'opposition ont laissé leur communication politique se présenter au Cameroun comme étant du tout ou rien, du quitte ou double. Leur message au peuple camerounais, c'est moi ou le chaos, moi ou rien. Alors que le message des présidents Gbagbo, Soro, Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, c'est pas moi ou rien. C'est nous. Nous ou rien. Nous, le peuple, ou rien. Au Cameroun, nos leaders disent moi ou rien. Les leaders de l'opposition. En Côte d'Ivoire, les leaders de l'opposition disent nous, le peuple, rassemblé ou rien. C'est autre chose. Quand moi je votais pour Flundi, en 1992, en étant un militant sympathisant de l'UPCisme, je n'ai même pas eu besoin d'une discussion avec, je sais pas, un leader
un comité de base de l'UPC. Je n'ai pas eu besoin. À mon âme et conscience, j'ai regardé Ni John Fundi comme l'incarnation de l'aspiration de changement de mon pays natal. Et je votais pour lui. Je n'ai pas regardé, et je n'avais pas besoin de regarder, le fait qu'il soit soi-disant anglophone. Le fait qu'il soit soi-disant bamileke. Ni John Fundi a gagné dans les urnes l'élection de 92 parce qu'il a réussi à incarner une synthèse sans hostilité de notre peuple. Or, nos opposants au Cameroun se comportent envers les opposants qui ne pensent pas comme eux, avec une hostilité redoublée, pire même que celle du pouvoir. Comment pouvons-nous, dans ces conditions, convaincre le peuple d'écouter nos mots d'ordre si la diversité de débats entre nous se traduit systématiquement en menace d'élimination physique? Si, à l'intérieur de notre opposition, il y a des spécialistes du lancement des fatwas. Si tu ne penses pas comme le leader de mon parti, je lance une fatwa contre toi. Je vais faire disparaître ta page YouTube. Je vais faire disparaître ta page Facebook. Je vais détruire ton site TikTok. Je vais t'enlever les followers. Voilà comment on parle des cadres d'un parti d'opposition qui voudrait un jour incarner le changement de la nation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans ces conditions. Il faut donc humblement que mon peuple, mon pays natal, le Cameroun, apprenne de mon pays adoptif, la Côte d'Ivoire. Il faut que l'opposition camerounaise apprenne de l'opposition ivoirienne. Les présidents Babo, Soro, Tidiane, etc., ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'ambition personnelle. Hein. Mais actuellement, ils ont compris que leurs ambitions personnelles, là, si ça passe devant, Ouattara capture le pays et le garde. Il capture le pays et le garde. Voilà pourquoi vous observez que à l'intérieur de l'opposition ivoirienne, sans qu'il y ait uniformité, sans qu'il y ait mimétisme, il y a un dépassement dialectique. Il y a une mutation, il y a un changement de niveau d'échelle, de niveau de conscience qui est en train de se produire. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que la prochaine mobilisation que vous allez voir en Côte d'Ivoire, elle va prendre la Côte d'Ivoire de la pointe nord, de son carré. Tout le carré, tout le quadrilatère ivoirien sera noir de monde. La prochaine fois que cette opposition va appeler à la marche. Alassane Ouattara n'a pas le choix. Le peuple de Côte d'Ivoire va montrer que c'est lui le souverain. Et l'élite politique se comporte comme il faut pour que le peuple ne se sente pas floué. Que le peuple sente que c'est sa propre lutte qu'il est en train de mener. Et nous, Camerounaises, Camerounais, devons nous inspirer du comportement, non pas simplement de l'élite de l'opposition ivoirienne en résistance contre Ouattara Draman, mais le comportement de leurs militants. Pourquoi leurs militants se rassemblent? Pourquoi les militants de GPS, de PPACI, du PDACI, du PDCI et de plusieurs autres partis de l'opposition font peuple? Pourquoi est-ce qu'ils font peuple? Mais parce que leurs leaders ne les ont pas entraînés dans une animosité extrême. Leurs leaders ne se sont pas comportés comme des excitateurs d'animosité extrême. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Ça ne veut même pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Ça ne veut même pas dire qu'il n'y a pas de désaccord. Ça veut simplement dire que les leaders ont montré qu'ils ont compris. Et le peuple comprend que les leaders ont compris. Dans ces conditions, les mots d'ordre passent. Dans ces conditions, les mots d'ordre passent. Alors donc, en effet, lorsque un leadership d'opposition construit une telle cohésion, une telle cohérence, un tel consensus, le peuple perçoit cela. Et le peuple est prêt au grand sacrifice. Au Cameroun, on veut nous proposer une fausse coalition. Et il faut faire très attention. En Côte d'Ivoire, on a voulu proposer une fausse coalition. Ça n'a pas marché. Parce que le cœur de la coalition qui affronte Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI, c'est GPS, c'est le PDCI-RDA. Les Ivoiriens savent que c'est ça. C'est là-bas qu'on trouve la vraie opposition à Ouattara. Tous les autres partis qui sont plus ou moins alignés sur les positions de ce trio participent à la vraie opposition. Les autres faux partis que Ouattara a suscités, un peu comme par exemple le groupuscule de KKB, etc., ou le groupuscule de Blé Goudé, etc., on sait très bien qu'ils sont les figurants du pouvoir. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent qui est figurant
et qui est opposant. Au Cameroun, actuellement, on essaye de nous inventer une fausse coalition, à laquelle il ne faut pas croire. Les 12 qui ont été retenus par Biya pour participer à son simulacre d'élection, ce sont des militants déguisés du RDPC. Pour donner l'impression de laisser libre champ à l'opposition, Paul Biya a autorisé, le régime Biya a autorisé, une réunion à Fumban des leaders figurants de l'opposition figurante, la pseudo-opposition, ceux qui sont autorisés à participer à la parodie, à la pour-élection du 12 octobre 2025. On leur a laissé le loisir de faire semblant de se rassembler. On sait très bien que les Camerounais n'iront pas derrière eux. On sait très bien que ces gens-là sont connus comme étant des abonnés notoires aux prébendes du pouvoir. Tout le monde le sait. Mais les Camerounais peuvent, à un moment donné, manquer de vigilance et penser que parce que 12 démons font une coalition, ils deviennent un ange. Vous pouvez mélanger les démons comme vous voulez. Ça donnera toujours un gros démon. Une soi-disant coalition des 12 là, de Fumban n'est rien d'autre en réalité qu'un spectre et une manipulation de Biya. Il lui sera d'autant plus facile de proclamer sa victoire truquée qu'il aura rassemblé ses démons en un seul ou en deux, qui gentiment viendront partager le pouvoir avec lui. Vous comprenez? La véritable coalition au Cameroun est une coalition révolutionnaire contre le régime de Paul Biya. C'est une coalition de lutte pour que le régime de Paul Biya tombe. Et que nous ayons enfin des institutions nous permettant d'organiser de vraies élections. La vraie coalition est donc à construire au Cameroun. Alors qu'en Côte d'Ivoire, elle est construite. La vraie coalition est à bâtir au Cameroun. Alors qu'en Côte d'Ivoire, elle est construite. Sur des bases de lutte et de résistance contre la capture de l'État par l'oligarchie ouattarienne. Nous n'avons pas encore une coalition construite sur les bases de la lutte pour la fin de la dictature de Biya. Nous avons un pseudo-projet de coalition qui est un groupuscule de figurants opposants fabriqué par Biya pour distraire les Camerounais. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut même pas tomber dans le piège de regarder ça comme quelque chose. C'est cet enseignement que l'on doit et que l'on peut tirer de l'observation de la marche des choses en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une école. La Côte d'Ivoire est un laboratoire dans lequel la classe politique, les résistants camerounais doivent se ressourcer. Ce qu'il faut donc faire, c'est réouvrir largement, comme l'appellent les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, le champ pour une véritable coalition de libération nationale. Une coalition de révolution pacifique. Parce que le mouvement que vous avez vu là, en Côte d'Ivoire, ça c'est la phase 1. Je dirais même c'est la phase 0. Quand ils vont monter à la phase 1, vous allez très bien voir ce que c'est qu'une révolution pacifique. Alassane Dramane Ouattara, face à cette capacité de mobilisation, il n'aura que deux choix. Le premier choix, c'est de reconnaître la légitimité des revendications de l'opposition. Et à ce moment-là, tout le système électoral doit être repensé avant l'organisation des élections. Mais je connais Alassane Dramane Ouattara, sa manière inimitable de s'asseoir est telle que sa propension au mal, son adhésion naturelle au comportement de Satan est telle que lors de la prochaine mobilisation, Alassane Ouattara va procéder à la répression. D'ailleurs, il a commencé. Il a bien vu les principaux leaders et adjoints des leaders qui font la mobilisation des populations sur le terrain. Alassane Ouattara aimerait en emprisonner le maximum en ce mois d'août, d'ici septembre. Il veut remplir les prisons de leaders politiques. Mais ce qu'il commet comme erreur, c'est n'avoir pas compris que l'opposition a de la ressource et que la parole de l'opposition passe dans le pays mieux que la sienne. Par conséquent, je pense que Alassane Ouattara va passer à la répression. Il va tenter la répression dure. Mais c'est à cette occasion qu'il finira comme Gueye Robert a fini en 2000. Je ne dis pas en 2002. Gueye Robert a été tué en 2002. Mais il a fini en 2000. À quel moment Gueye Robert a-t-il fini en 2000? Quand il a oublié qu'il n'était pas aussi populaire que l'opposition. Quand ses forces de défense et de sécurité furent submergées par la mobilisation populaire hors norme. Gueye Robert, en officier saint-syrien, relativement bien formé, se précipita dans un hélicoptère et s'enfuit à Guessesso. Ouattara, qui a déjà sauté une clôture, avec succès, pour se réfugier à l'ambassade de France en 2002.
Aura-t-il la vigueur nécessaire pour rejoindre un hélicoptère et échapper à la colère du peuple ivoirien, contre lequel il aura déclenché la dernière répression avant sa chute? Je ne le crois pas. Je crois qu'Alassane Dramane Ouattara est obnubilé par la confiance et la conscience en sa supériorité. Et c'est cette confiance et cette conscience de sa supériorité qui le perdront. Lui, Alassane Dramane Ouattara, devra connaître le malheur d'être privé de liberté qu'il a infligé à tout un peuple depuis plus de 30 ans. J'ai toujours dit, c'est un satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et il finira par être dégagé. Lui, il est venu par la voie du néocolonialisme et c'est l'anticolonialisme qui va le dégager. Désormais, il peut compter sur l'hostilité de sa patrie natale du Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara a réussi à dresser la tombe de son propre père contre lui. Au Cameroun, si nous tirons les leçons ivoiriennes que je viens d'évoquer, les futures mobilisations pour la fin de la dictature, non pas pour monsieur un tel, fut-il le pape du droit, les futures mobilisations vont atteindre progressivement les capacités populaires que l'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si, avec humilité, nous allons vers la construction d'un mot d'ordre portant sur une révolution pacifique nationale. Et pour cela, nous n'avons rien à attendre des 12 figurants choisis par Paul Biya pour participer à sa soi-disant élection du 12 octobre 2025. Ce n'est pas une élection. C'est une foire à con. C'est un piège à con. On ne peut pas confisquer les listes électorales, confisquer la commission électorale, confisquer la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, confisquer les médias publics, confisquer les régies financières de l'État, confisquer la diplomatie, tout confisquer et dire que c'est une élection qu'on organise. Ce n'est pas une élection. Nous devons mettre fin à ce qui nous empêche d'avoir de véritables élections, afin de les avoir. Mais, pour cela, soyons humbles. Apprenons de là la Côte d'Ivoire. Je sais que chez nous au Cameroun, et il y a le mythe du continent. On est le continent, le continent, le continent. Ok, si on est le continent, soyons-le en termes d'humilité aussi. Soyons un continent d'humilité. Un continent de sagesse. Appliquons-nous, Camerounaises, Camerounais, le proverbe de notre langue bantou douala qui dit « Muna nyongo abu kite owa bambele mokunda ». Quand ton frère te dépasse, porte son sac. L'opposition ivoirienne, les populations ivoiriennes ont pris de l'avance sur nous au Cameroun. Portons le sac, c'est-à-dire imitons-les. Tirons les leçons de nos ressemblances. Tirons les leçons de nos inspirations réciproques. C'est comme ça que les peuples apprennent. Un jour, quelqu'un s'inspirera du Cameroun. Comme nous pouvons nous inspirer de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Soyons un continent de sagesse, d'humilité, de modestie. Soyons un continent qui apprend vite et qui arrête d'attendre de vivre des expériences négatives avant d'en tirer des leçons négatives. Soyons un continent de l'anticipation politique. Soyons un continent qui soit capable d'émerveiller à nouveau le monde sur le terrain politique, comme nous l'avons fait dans les sports, ou dans les terrains de l'intelligence scientifique, dans les terrains de l'originalité, des individualités économiques, artistiques, etc. Soyons un continent humble et modeste. Pas un continent arrogant, ignorant, et pourtant qui est en train d'être derrière comme les fesses. Que ceci pique quelque chose de l'orgueil des Camerounaises et des Camerounais. Le fait que les Ivoiriennes et les Ivoiriens nous montrent le chemin. Profitons au moins là, positivement, de l'existence de ce regard en miroir pour nous améliorer et rejoindre le niveau de compétence en matière de résistance et de résilience politique, eh bien, que l'opposition ivoirienne sous nos yeux et avec notre soutien, pour ce qui est de moi, je me considère comme artisan de ce succès en Côte d'Ivoire et j'essaie d'être prophète chez moi-même, eh bien, c'est grâce à tout, à la conjugaison de nos énergies positives que des millions d'Ivoiriens vont triompher de la Ouattari. Peut-être faut-il rappeler un autre proverbe, mais cette fois-ci pas camerounais, c'est un proverbe ashanti. En Ashanti, il y a un proverbe qui dit « Fefe nefe, intina, o batumrika, o funa nufuna nyese, e beti nyataunti. » Fefe nefe, intina,
o batumrika, o funa nufuna nyese, e beti nyata unti. C'est un proverbe qui est médité dans une très grande chanson de Fela. Ce proverbe dit, quand tu vois une femme courir en tenant ses deux seins dans ses mains, c'est pour préserver sa beauté. Mais ce n'est pas parce que si elle enlève ses mains là, ses seins tomberont par terre. Quand tu vois une femme courir là, en tenant ses deux mains, c'est juste pour préserver sa beauté. Mais ce n'est pas parce qu'elle croit ou qu'elle pense que si elle enlève ses mains, ces seins-là vont rouler par terre. C'est pas vrai. Donc quand vous voyez un peuple là, vous le négligez seulement quand ce peuple continue à prendre des précautions comme cette femme qui tient ses mains en courant. Mais un peuple peut enlever ses mains et il va courir tellement bien et vite que vous vous rendrez compte que c'était simplement pour être élégant. Face aux dictateurs, on n'a plus besoin de courir en tenant nos seins dans les mains, comme la femme du proverbe. Il faut laisser et on va courir. Les dictateurs, là, ce n'est que le rapport de force qu'ils comprennent. Et ils ne comprennent aucune promesse. Et même les menaces les amusent. C'est quand la véritable course, face au peuple, le véritable souverain commence, que le dictateur chante « Kasongo yeye, mobali nangai, Kasongo mbona weo, songa libala, ombo yeye, Kasongo mbona weo, mobali nangai ». Et c'est ce que nous voulons pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Je vous remercie. Ce programme s'achève ainsi et je donne la parole à Maître Jean Bikoko Aladin, comme toujours.